Je redoutais franchement énormément ce moment. Parce que j'ai déjà vécu ça, alors ça n'a rien à voir, toute proportion gardée, mais j'ai été étudiant à Tours, j'ai passé 3-4 ans à Tours, et je me souvenais, en Indre-et-Loire, donc en France, et je me souvenais quand j'étais revenu 1 an ou 2 plus tard, de plus me sentir chez moi, d'être un étranger dans une ville dans laquelle j'avais vécu. J'avais très mal vécu, et j'y étais pas retourné pendant des années après. Et j'avais peur d'avoir ce même sentiment, d'être à nouveau un étranger dans cette ville, à New York, et de me sentir un intrus et en fait ça n'a pas du tout été le cas. C'est-à-dire que je me suis dit mais non, mais je suis vraiment un New-Yorkais en fait, je suis resté un New-Yorkais. Non, mais la ville avait énormément changé parce que le Covid était passé par là, il y a plein de restos évidemment qui étaient mes cantines et qui ont fermé, qui n'ont jamais rouvert. Donc la ville avait beaucoup changé, mais je me sentais chez moi. Enfin, faut dire que je me suis très vite senti chez moi à New York avant même d'y vivre. C'est-à-dire que quand je venais en touriste, je me suis toujours senti chez moi dans cette ville. Et ça n'est pas parti. Et j'ai trouvé qu'en fait, je suis un New-Yorkais d'adoption. Et je pense pas que ça partira. C'est-à-dire que quand j'y reviens, je me sens chez moi. S'il y a un conseil aussi à donner, c'est il faut pas retourner après, je pense, dans son pays d'origine, la gueule enfarinée, en disant voilà, je suis de retour, le pays m'attend. Non, il faut trouver un nouveau projet. Il faut des raisons de rentrer. Et moi, j'avais cette maison qu'il fallait retaper, et j'ai bien fait. Franchement, j'ai bien fait. Il faut avoir de bonnes raisons de rentrer et de bonnes raisons de ne pas regretter d'être parti. Si j'ai un conseil à donner, c'est bien celui-là. Franchement, je le bénis d'avoir été vigilant par rapport à ça. Merci de laisser un message après le bip sonore. Bonjour Cédric. Bonjour Anne-Fleur. Bienvenue de nouveau dans French Expat. Bienvenue et puis surtout merci d'être là aujourd'hui. Comment vas-tu et d'où est-ce que tu nous parles ce matin ? Je vais très bien. Je vous parle de Paris aujourd'hui. Ça y est, puisque ça fait 3 ans maintenant, un peu plus, fin 2020. Ça fait 2 ans et demi. Alors effectivement, on avait échangé ensemble juste à la fin de la campagne et donc du mandat, pas vraiment du mandat, mais de la campagne présidentielle de 2020 aux États-Unis. Une campagne que tu avais couverte et tout un mandat d'ailleurs que tu avais couvert pour BFM TV à l'époque. Tu étais basé à New York et tu t'apprêtais à rentrer en France. Est-ce que tu savais en fait quand tu es parti aux États-Unis que tu allais venir en fait pour un mandat uniquement ? Comment ça s'est passé en fait finalement la décision de la durée de ta mission aux États-Unis ? Le deal, c'était de partir a priori pour 4 ans, mais avec une clause de revoyure, c'est-à-dire je partais pour 2 ans renouvelables une fois. Donc le deal a été complètement rempli des deux côtés, de BFM TV et de mon côté aussi. Et voilà, donc pour répondre à la question sous-entendue, non, il n'y avait pas de surprise. Je savais que je partais pour 4 ans, a priori. Dans ma tête, je partais pour 4 ans en fait. C'est ce qui s'est passé. Et c'était bien, 4 ans, c'est beaucoup quand même. Même si évidemment tu verses une larme quand tu pars de New York après 4 ans, mais surtout que ça a été super intense. Mais c'est beaucoup, ça permet de faire des choses. Et le fait d'avoir une date de retour je me suis rendu compte au fur et à mesure, était très important. Parce que j'ai rencontré à New York, aux États-Unis, des gens, des expats qui étaient là sans date de retour et qui étaient là depuis 10 ans et qui me disaient mais c'est dingue, en 2, 3, 4 ans, t'as fait plus que nous en 10 ans. Parce que moi, je savais que dans 4 ans, ce serait fini ma parenthèse américaine. Et que donc, si j'avais pas fait tout ce que je rêvais de faire, de visiter, de voir aux États-Unis, si je ne le faisais pas dans ces 4 ans, je laissais passer un train, quoi. Alors que quand on n'a pas de date limite, on se dit, on aura le temps de le faire. Donc c'était très bien d'avoir cette contrainte. Là où j'étais un peu battu, c'est par le Covid. Parce que j'avais pas prévu que ma dernière année m'empêcherait de voyager. Donc la 4e année, en fait, j'ai pas pu faire beaucoup de choses dans le pays, évidemment, puisque on était un peu confinés. Mais cela dit, en 3 ans, j'avais fait une grande partie de ce que je voulais faire. Donc il m'a manqué la 4e année, qui était une année de voyage bonus avec des trucs un peu subsidiaires, quoi. Donc c'est pas très grave.
Donc c'était pas le top de la bucket list, mais quand même. Non, voilà. Non, c'est pas très grave. C'est pas très grave cette 4e année qui a été volée par le Covid, mais elle a été tellement intense en même temps. C'était dingue de vivre. Moi, l'image qui me reste du confinement, c'était moi tout seul à Times Square. Je me souviens de cette photo que tu nous avais envoyée, ouais. C'était incroyable, comme dans un film. Ouais. Ça arrivera jamais de nouveau, on espère. J'espère pas. Tu sais, justement, tu saurais me dire des choses que tu n'as pas faites avant de partir ou qui te donnent envie de pouvoir revenir. Alors, du coup, j'imagine en vacances. Non, je te dis, c'était vraiment des choses subsidiaires. Il y a dans le sud des États-Unis, il y a, je sais plus comment ça s'appelle, White Sands peut-être, c'est un désert de sable tout blanc. Ah oui. Et je m'étais dit, tiens, j'irais bien voir ça. Nouveau-Mexique, non, je crois. Ouais, ça doit être ça. Et je l'ai pas fait, voilà. Ça, c'est un truc qui était sur la liste que j'ai pas fait. Je voulais aller faire la Nouvelle-Orléans, ça a été reporté. Et puis finalement, juste avant de partir, on a pu aller y faire un tour. Donc tu vois, non, pas de gros regrets. Jamais dire jamais. Mais j'ai plein de raisons de revenir quand même. T'as eu l'occasion de revenir en presque 3 ans depuis? Je suis revenu une fois, 1 an plus tard. Pile un an après, je suis revenu. Ouais. Et alors, je me pose toujours la question, est-ce que, parce que tu es retourné à New York et pas que aux États-Unis, donc à New York, je suis revenu à New York parce que j'avais qu'une semaine, donc je suis revenu quand je suis revenu, si c'est ta question, 1 an plus tard, oui, j'ai fait que New York. Ouais. Ouais. Et alors, quelle est la sensation, enfin, je sais pas, tu vois, comment ça s'est passé pour toi après avoir vécu en fait 4 ans quelque part, revenir 1 an après, est-ce qu'on se sent toujours un peu chez soi? Est-ce que se sent un peu étranger? Est-ce que, enfin, quelle est cette, j'imagine que c'est un sentiment un peu ambivalent. Ouais, je redoutais franchement énormément ce moment. Parce que j'ai déjà vécu ça, alors ça n'a rien à voir, toute proportion gardée, mais j'ai été étudiant à Tours, j'ai passé 3-4 ans à Tours, et je me souvenais, en Indre-et-Loire, donc en France, et je me souvenais quand j'étais revenu 1 an ou 2 plus tard, de plus me sentir chez moi, d'être un étranger dans une ville dans laquelle j'avais vécu, et j'avais très mal vécu, et j'y étais pas retourné pendant des années après. Et j'avais peur d'avoir ce même sentiment, d'être à nouveau un étranger dans cette ville, à New York, et de me sentir un intrus et en fait ça n'a pas du tout été le cas. C'est-à-dire que je me suis dit ah mais non mais je suis vraiment un New-Yorkais en fait, je suis resté un New-Yorkais. Non mais la ville avait énormément changé parce que le Covid était passé par là, il y a plein de restos évidemment qui étaient mes cantines et qui ont fermé, qui ont jamais rouvert. Donc la ville avait beaucoup changé, mais je me sentais chez moi. Enfin, faut dire que je me suis très vite senti chez moi à New York avant même d'y vivre, c'est-à-dire que quand je venais en touriste, je me suis toujours senti chez moi dans cette ville. Et ben ça n'est pas parti. Et j'ai trouvé qu'en fait, je suis un New-Yorkais d'adoption. Et je pense pas que ça partira. C'est-à-dire que quand j'y reviens, je me sens chez moi. Parce que je connais les rues, parce que j'ai pas besoin de regarder un plan. Alors je constate ce qui a changé, mais c'est pas désagréable comme sentiment. Ah, c'est fort. C'est super fort cet attachement à la ville. Alors, quand t'es parti, du coup, tu pars pour rentrer à Paris, tu travailles dans les médias. C'est vrai que la vie médiatique en France est quand même très centralisée autour de Paris. Ouais. Et j'imagine que le deal, c'était de retourner à BFM TV aussi, ton employeur qui t'avait emmené aux États-Unis la première fois. Ouais, c'était le deal, c'est que je retrouverai mon job évidemment. Moi, je suis toujours resté en CDI à BFM TV, donc j'ai jamais quitté l'entreprise. Et le deal, c'était que je revienne. À quel poste? Alors ça, à partir du moment où j'ai quitté Paris, je savais pas à quel poste je reviendrais. J'avoue que j'y ai toujours un petit peu pensé pendant les 4 ans, surtout les 2 dernières années. Ah ouais. Ouais, parce que quand je suis parti, moi j'étais rédacteur en chef adjoint, en charge de la matinale du week-end, après avoir été en charge de la matinale de la semaine. Et la question, c'était bon, bah alors, parce que évidemment, c'est un grand moment dans une carrière d'être expatrié pendant 4 ans à New York, surtout avec ce que j'ai vécu, le mandat de Trump, les ouragans, les méga feux, enfin, le Covid, c'était dingue. Sauf que ça peut n'être qu'une parenthèse et comment on rebondit quand on rentre, c'est une vraie question, ça, des retours d'expatriation. Il y a des gens qui se plantent. Moi, j'ai des exemples de gens qui derrière disent bah ouais, t'es bien gentil, t'es allé à New York, mais donc c'était la période de gloire, hein, on est dans la lumière quand même pour pas grand chose. Moi, c'est assez gratifiant d'être aux États-Unis parce qu'on est les yeux des là pour le coup, moi j'étais les yeux des Français. C'est très gratifiant. Mais quand on revient en France, bah on retourne dans l'anonymat quoi en fait. Et j'aurais pu faire un job dans lequel je m'ennuie parce que tout est un peu fade quand même quand on rentre de New York et des États-Unis, même quand on rentre à Paris.
Et en fait, donc pendant 1 an ou 2, j'y ai réfléchi. Et puis le boulot, BFM TV m'a proposé ce poste que j'ai maintenant de reporter itinérant. En gros, ils m'ont proposé un truc qui, quand j'y pense maintenant, est idéal pour moi. Ils m'ont proposé de continuer à faire de retour à Paris après mes 4 ans aux États-Unis, ce que je faisais aux États-Unis. C'est-à-dire que j'étais correspondant, j'étais pas à la rédac, je partais de chez moi avec des moyens de tournage extrêmement légers, donc mes smartphones, mon drone, et je faisais tout seul, voilà, en reporter autonome. Ah, c'est toi qui gères le drone aussi tout Ouais, seul? ouais, je fais tout seul. Et donc, Incroyable. et c'est ce que je fais depuis 2 ans et demi que je suis rentré. Je continue à le faire en France. Donc, je passe assez peu à la rédaction. Euh, En te le disant, là, je me demande si je suis vraiment rentré, en fait, parce que j'ai gardé ma façon de fonctionner des États-Unis, en fait. Alors, je passe à la rédac, je me force à y aller toutes les 2-3 semaines quand même, pour voir les collègues, tout ça, pour pas qu'on m'oublie complètement quand même, pour pas être complètement asocial. Mais c'est vrai que j'ai gardé ce statut un petit peu à part de la rédaction. Parce que quand tu as passé 4 ans en dehors de ton entreprise, à distance, à travailler de chez toi, franchement, je me voyais pas enfermé pendant 10 heures par jour à la rédaction. Alors ça reviendra peut-être, hein, peut-être que j'en aurai marre de bouger comme je le fais tous les jours, mais je traverse au moins la moitié, si c'est pas le pays en entier tous les jours. Mais ça reviendra peut-être, hein, d'avoir envie d'être dans une rédaction et de pas bouger. Mais pour l'instant, je considère que c'est un sas Ouais. de De transition décompression, d'arrivée. auquel je ne donne pas de durée. Mais en tout cas, Ouais. c'est très agréable pour moi, compte tenu des 4 ans que j'ai passé à New York. L'impression que j'avais aux États-Unis, donc c'est que tu as fait énormément de terrain. Tu ne couvrais bien entendu pas que New York, même si tu étais basé à New York. Et j'imagine que tu as un rush d'adrénaline, en fait, aussi, voilà, d'aller sur le terrain, d'aller rencontrer les gens. Et en fait, tu voilà, as transposé exactement ce métier en France. C'est une sacrée opportunité, quand même. Enfin, c'est un employeur qui a su t'écouter sans même que t'en évoques, que t'en éprouves le besoin. Ouais, mais c'est la grande force Ou de avant BFM même. TV. Ça va faire très, très corpo ce que je dis, mais ouais, c'est la grande force de BFM TV, c'est de s'adapter hyper rapidement, de pas avoir d'autocensure, de scrupules et de se dire, bon, à quel endroit cette personne-là va être la plus efficace, la plus rentable pour nous. Et ils se posent pas trop de questions. Donc évidemment que je suis atypique dans la rédac, mais si c'est ce qui marche, voilà. Ouais. Il n'y a pas d'équivalent de poste comme le tien au sein de la rédaction? Parce que là, tu travailles sur la matinale, c'est ça? Ouais, je travaille sur la matinale. Je suis le seul, en fait, reporter qui est vraiment attitré à la matinale. Même si je peux travailler pour le reste de l'antenne, hein. Si je suis sur une actu, on m'envoie à l'autre bout du pays sur une actu pour la matinale et que ça intéresse la tranche suivante, le 9h, 12h, évidemment, je continue. Ou si on m'envoie, on m'avait envoyé à Moscou 1 mois, puis 2 mois après le début de la guerre. Évidemment, j'ai travaillé pour toute l'antenne. Quand j'ai fait le jubilé de la reine, pareil, les obsèques de la reine aussi. Voilà, je travaille pour toute la chaîne. Mais je suis vraiment le seul qui est attaché à la matinale. Pour répondre à ta question, oui, je suis en gros seul, sauf que la chaîne essaie de le développer un peu. J'ai une homologue maintenant qui fait ça aussi le week-end, pour la matinale du week-end. Le but, c'est voilà, un reporter qui vous emmène dans ses bagages avec ses smartphones et qui va à la rencontre des gens, qui fait de l'immersion, qui vous montre les coulisses quelque part, avec des moyens de tournage extrêmement légers, ce qui fait qu'on n'intimide pas l'interlocuteur. Et voilà, c'est ça le pitch de mon job. Des rencontres naturelles. Et aussi, il y a une chose, tu vois, sur les codes du journalisme entre les États-Unis et la France. Aux États-Unis, alors pas forcément dans les hard news, bien sûr, mais le journalisme est parfois un peu plus incarné. Est-ce que le fait que ce soit toujours toi et que voilà, on suive Cédric aux 4 coins de la France et même parfois du monde, permet aussi un peu de cette incarnation qui Ouais, c'est permet le du but. coup C'est clairement le but. ouais. BFM TV, depuis quelques années, essaie d'avoir des visages, des personnalités qui incarnent l'info. Parce que on sait que l'info, surtout sur une chaîne d'info, les infos se suivent, se bousculent. Ça peut être assez impersonnel, un peu froid, un peu anxiogène. Donc le but, c'est de continuer à faire notre job, donner les infos voilà, qui se succèdent, tout en étant de moins en moins anxiogène et qu'on s'attache à des personnages, à des visages, voilà, et raconter des histoires pour éviter que ce soit trop froid.
Donc, d'incarner et de raconter des histoires. Et alors, je pense pas que ça a été réfléchi, que ce soit très conscient, quoique je sais pas, mais de la part de mes patrons. Mais en fait, moi, je trouve que ce que je fais dans la matinale ressemble beaucoup à ce que font les matinales américaines. Je sais pas si si vous connaissez The Morning Show, la série télé. C'était sur Apple, je Sur crois. Apple Hein. TV+, ouais. Et c'était vachement mis en valeur, ça, le journaliste de terrain qu'on envoie, on doit trouver une story et il la raconte. Et j'ai l'impression de faire ce job, quoi. C'est, tous les jours, il faut qu'on trouve une nouvelle story à raconter et je l'incarne. Ouais, génial. Et alors, ce poste, cette nouvelle fonction au sein de l'antenne, enfin, il était clair avant que tu rentres en France, ou c'est quelque chose qui est un peu sorti de terre une fois que t'es rentré, tu te souviens? Un peu les deux. Oui, c'était assez clair que le but, c'était de continuer de faire en France ce que je faisais aux États-Unis, c'est-à-dire surtout sur la forme, c'est-à-dire emmener les gens avec moi, avec mes smartphones, de façon très légère et avec ma façon de raconter les choses de façon le plus naturelle possible. Après, ce qu'on mettait dedans, non, évidemment, ça s'est développé un petit peu au fur et à mesure que le poste, on a sélectionné les histoires, on a un peu tâtonné au début, et on est quand même assez rapidement venu à la conclusion il y avait des critères quand même, il fallait que ce soit visuel, il faut que j'ai des choses à montrer. Si c'est pour faire un duplex avec où je tiens mon micro devant une grille d'entreprise, ça n'a pas de sens. On est obligé de le faire parfois parce qu'il n'y a pas d'image. Voilà, on doit raconter l'histoire comme ça, un minima enfin, avec les images qu'on a en notre possession. Donc moi, si je veux donner toute la force de ce que je peux faire, il faut qu'il y ait des images, un décor à exploiter. Il faut trouver de bons personnages aussi, et c'est difficile parce que c'est le matin à 6h, 7h et 8h du matin, c'est mes 3 horaires de passage. Voilà, mais les critères, c'est du visuel, dans l'actu. Je suis pas là, même si j'en fais de temps en temps, tu vois. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'étais je suis allé dans un village, par exemple, en Indre-et-Loire, qui était en train de mourir, et le maire, il y a 25 ans, a eu l'idée de mettre des rosiers dans toute la ville, et cette ville est devenue une attraction touristique. Bon, c'est pas du hard news, tu vois, ça ressemble pas à ce qui fait l'ouverture d'un JT sur BFM TV, et en même temps, ça fait partie c'est un thème comme un autre, qui est comment on échappe à la désertification. Mais tu vois, c'est pas hyper chaud, mais on fait très attention à pas faire ça tous les jours. Donc la veille, j'étais dans le Pas-de-Calais en train de montrer les coulisses en exclusivité par rapport à tous les autres médias, l'intérieur d'une gigafactory une usine de batteries pour les voitures électriques. Ça, clairement, c'était dans le news du jour. Hier, j'étais en attente dans le sud-ouest parce il y avait 4 départements en alerte orage. Voilà, c'est ça que je préfère, c'est de faire du hard news, d'être très haut dans le journal, dans l'ouverture du journal, mais c'est pas tous les jours possible. Donc voilà. Donc dans ces cas-là, on fait un peu un pas de côté, mais il faut que ça reste visuel. C'était le cas de ce village avec des roses partout, le soleil qui se levait dans un village de Touraine. J'aime beaucoup faire ça aussi. Je ne peux pas faire que ça, mais j'avoue que c'est quand même très agréable. Comment est-ce que tu gères alors du coup cet équilibre vie privée, vie pro? Parce que pour les auditeurs de French Expat, on essaye de se capter depuis quelques jours, mais en fait, tu ne sais pas du jour pour le lendemain forcément où est-ce que tu vas être, et t'es toujours aux quatre coins de la France, quoi. Je ne sais jamais où je vais être le lendemain, où je vais dormir le lendemain. Ça, ouais. Même le matin, je ne sais pas où je dors le soir. L'idée, c'est que tous les jours, donc je termine un direct quelque part en France. Admettons que je sois à Lille, et dès sur la route du retour, on a une boucle WhatsApp, et dans l'équipe de la matinale, on se dit bon alors, qu'est-ce qu'on fait demain? Qu'est-ce qui est visuel? Où est-ce que Cédric peut incarner une histoire? Et donc la discussion peut durer quelques minutes, et là il y a une équipe à Paris qui essaie de trouver les interlocuteurs sur cette actu qu'on a choisie. Ou alors ça peut durer toute la journée. Et on peut à 17h avoir enfin l'interlocuteur et savoir où je vais atterrir. Et hier, par exemple, on était sur un thème qui avait rien à voir toute la journée. Donc, je rentrais d'Indre-et-Loire en voiture. Donc là, il y avait 3h30, 4 heures de route. J'arrive à Paris et on me dit, dans 1 heure, finalement, il faut que tu sois à Toulouse, sur les orages. Alors que ça faisait 4 ou 5 heures que je pensais aller à Arles, c'est-à-dire carrément dans le sud-est. Voilà.
Mais c'est ça qui est assez excitant aussi. Et quant à la vie privée, c'est assez simple ce partage, c'est-à-dire que je n'en ai pas dans la semaine. Voilà, comme ça c'est réglé. Non, je suis pas chez moi de la semaine. Du dimanche après-midi où je pars pour être positionné pour la matinale du lundi matin jusqu'au jeudi, non, j'ai pas de vie perso du tout. Mais je préfère ça que m'ennuyer dans un bureau, euh, pour l'instant en tout cas, parce que j'ai le Ouais, t'es sentiment un que je journaliste de m'ennuierais dans un terrain. bureau. Oui, Ouais, j'ai commencé ma carrière comme ça il y a 25 ans en étant sur le terrain, en ouais. étant reporter dans les régions de France 3 surtout. Après, j'ai fait de la présentation au national, j'ai été rédacteur en chef aussi. Et donc, ça faisait des années que j'étais plus sur le terrain. Et j'y suis Mhm. retourné petit à petit à BFM TV sur des coups ponctuels parce que ça m'amusait de retourner sur le terrain parce que le métier a Mhm. énormément changé en 25 ans grâce ou à cause de la technique. Mhm. Et voilà. Et maintenant que j'ai regoûté au terrain, ouais, pour l'instant, je suis pas encore sevré de ça. T'es pas au bout de Pas- l'exercice. non, parce que pour moi, c'est super excitant de revenir sur le terrain 25 ans plus tard avec tout ce que nous permet la technique. C'est-à-dire que en 30 secondes, je peux être en direct avec mon téléphone que j'ai dans la poche, qui Ouais, est le même c'est téléphone que tout le incroyable. monde. Et ça, et pour faire un direct il y a 25 ans quand j'ai commencé, il fallait sortir une camionnette avec une antenne satellite. Ça marchait une fois sur trois. Et Oui, voilà. comme on voit dans les films des années 90, quoi, Ouais, finalement. Les... c'est ça. Moi, j'ai commencé dans les années 90, ce métier. Et donc, de pouvoir faire ce métier en sachant le faire, c'est-à-dire qu'il y a 25 ans, je tremblais quand je faisais mon interview parce que j'avais 21, 22 ans. Maintenant, je tremble plus pour faire l'interview. Je connais mon métier sur le fond. Et la forme a énormément changé et nous permet de faire des choses extraordinaires avec l'évolution technique. Donc, j'ai l'impression d'être un jeune reporter au début de sa carrière, mais en ayant l'assurance d'un senior, quoi. Et c'est assez agréable, ça. Et alors, comment s'est passé le retour aussi, bah, voilà, dans un pays que tu avais quitté 4 ans plus tard. J'ai compris donc la transition du côté professionnel. Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris? Des choses qui t'ont peut-être, je sais pas, décontenancé d'une certaine manière? Le retour à Paris est un peu difficile, la vie dans Paris. C'est-à-dire que New York, contrairement à ce que pourraient penser des Français qui ne sont jamais allés à New York est une ville extrêmement paisible, pour plusieurs raisons. Déjà, les rues sont larges, on se bouscule pas sur les trottoirs. Les Américains ont un comportement très respectueux les uns des autres. On ne touche pas les gens, on ne les bouscule pas encore moins, on ne leur crie pas dessus. Et nous, en Européens un peu latins, sur un trottoir parisien, ça se bouscule, ça crie, ça s'invective. Vous faites ça sur un trottoir à New York, la police débarque, quoi. Donc, c'est très paisible de vivre à New York. Moi, en plus, j'étais pas très très loin de Central Park. Ouais, paradoxalement, ouais. Et New York est une méga city, est beaucoup plus facile à vivre, je trouve. Moins de bouchons, il y en a aussi, mais moins de bouchons. Les rues, elles sont en sens unique toutes. Ici, à Paris, quand depuis que je suis revenu, j'hallucine de voir. En fait, c'est un champ de bataille, la rue à Paris. Parce que les voitures, sont nombreuses, il y en a dans tous les sens. Les trottinettes, les vélos, les piétons, tout le monde traverse dans tous les sens sans respecter le code de la route. Ouais, j'ai un peu de mal par rapport à ça. À la Mm. fois l'agressivité des Français, enfin des Parisiens, Mm. du coup, faut bien le dire, et, Au euh, volant. et là, partout, l'agressivité des Parisiens, ouais, entre eux, et la circulation dans Paris. Ouais, moi, je prends jamais la voiture dans Paris, hein, je me déplace en métro, mais non, je suis assez surpris par. Enfin, j'ai du mal à me refaire à cette agressivité des Parisiens entre eux. Je sais pas si c'était le cas avant que je parte, et si c'est moi qui ai du mal à me réadapter ou si ça s'est intensifié, mais ouais, j'ai un peu de mal avec ça. Et c'est vrai que l'espace personnel aussi dont tu parles, tu vois, moi je me souviens, il y a une dizaine d'années, j'avais pas pu rentrer pendant 2 ans, je finissais ma thèse, et j'arrive à Paris à la période de Noël, sur les trottoirs, tu sais, sur les grands boulevards, Ah, mais tu et cherches j'ai fait aussi, là. une crise de panique, mais une crise de panique, je te mais laissez-moi, tu vois, j'avais plus d'espace, quoi. C'était, je sais pas, l'impression ouais, personne ne m'embêtait directement, tu vois, mais j'avais l'impression qu'on m'attaquait, quoi. Enfin, c'était un peu difficile. Ouais. Est-ce qu'il y a, je sais pas, un conseil que tu te donnerais rétrospectivement, je sais pas, pour préparer ton retour ou en rapport justement avec ta vie à l'étranger? Est-ce que, je sais pas, voilà, il y a des grandes leçons que tu as apprises au fil du temps? Mais c'est un peu prétentieux, mais je suis très content de la façon dont j'ai géré ça. Je suis pas enfin, je suis du genre à beaucoup préparer, à beaucoup me poser de questions, à beaucoup me torturer, à toujours avoir un plan. Et là, pour le coup, je pense que c'était très bien ça.
de beaucoup anticiper son départ. Moi, je l'ai su au printemps que je partais en septembre, et j'ai beaucoup anticipé beaucoup de choses. Et une fois que j'y étais, je me disais, vis l'instant présent, surtout, ne laisse pas passer une journée sans en profiter. Ça va être court. 4 ans, c'est long, mais c'est court. Et surtout, regarde bien autour de toi et dis-toi que, enfin, emmagasine des souvenirs pour que quand tu seras de retour à Paris, parce que je savais que ça allait venir rapidement, tu ne regrettes pas de ne pas avoir suffisamment profité. Ça, pendant 4 ans, ça m'a obsédé presque. Ce côté, profite, ça va pas durer. Il faut pas que tu le regrettes. C'est se mettre une sacrée pression quand même. Ouais, mais je le savoure aujourd'hui. Parce que quand je n'ai jamais regretté d'être parti de New York. J'ai pleuré en partant de New York. Mais cette ville me manque parfois, mais c'est pas malsain, c'est pas lourd, c'est pas déprimant. Voilà. Je n'ai pas eu de dépression à mon départ de New York. Et je m'étais dit, il faut que tu aies de bonnes raisons de rentrer à Paris aussi. Et pour tout te dire, j'ai acheté une maison de campagne pendant le confinement depuis New York. Parce que je voulais avoir un nouveau projet. Ça, s'il y a un conseil aussi à donner, c'est il faut pas retourner après, je pense, dans son pays d'origine, la gueule enfarinée, en disant bon bah voilà, je suis de retour, le pays m'attend. Non, il faut trouver un nouveau projet. Non, faut des raisons de rentrer. Et moi, j'avais cette maison qu'il fallait retaper, et j'ai bien fait. Franchement, j'ai bien fait. Il faut avoir de bonnes raisons de rentrer et de bonnes raisons de ne pas regretter d'être parti. Si j'ai un conseil à donner, c'est bien celui-là. Franchement, je me bénis d'avoir été vigilant par rapport à ça. Ouais. Ah, t'as été bien inspiré. Et bah bravo, Cédric. Merci beaucoup pour ces super conseils. Puis merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi. Est-ce que je peux te souhaiter quelque chose en particulier là pour la suite? On est au début de l'été, au moment où on se parle. De continuer à profiter de la vie. Il faut profiter de la vie, voilà. Profiter de... Moi, je pense que en tout cas, au moment où je parle, c'est ce qui m'est arrivé de mieux, de vivre 4 ans à l'étranger, en plus aux États-Unis, en plus à New York, en plus la période de Trump, qui était un moment incroyable dans l'histoire des États-Unis, mais aussi du monde. Ouais, il faut profiter, quoi. La vie est courte. Ouais. Et pas avoir peur de prendre des risques, parce qu'évidemment, pendant 4 ans, moi, je suis parti en couple, il y avait un salaire pour 2, l'appart de Paris en location, on perdait de l'argent, mais... Quand j'étais parti, je me disais, mais à quoi ça sert de rester à Paris et d'avoir un code de vie bien garni si tu passes à côté de ce qui est peut-être l'histoire de ta vie, quoi. Donc voilà, l'argent n'était pas un moteur. J'ai pas gagné plus d'argent, au contraire, en étant aux États-Unis. Mais qu'est-ce que je suis content d'avoir pris ces risques. Ouais, vraiment. La vie est faite pour prendre des risques. C'est une très belle conclusion, Cédric. Merci beaucoup. Mesurez, attention, je vais avoir des réclamations après. Des risques mesurés, mais il faut prendre des risques. Ouais. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Cédric. Merci à toi.